tous, vous suivez l'édition de la mi-journée à la une de l'actualité. Ouverture à haut dîner du forum d'affaires Investir in Djengele par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Lancement fait ce vendredi 25 avril 2025. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre du Djegea Festival met en lumière les atouts économiques et culturels de la région. Elles sont conductrices de poids lourds, de trains, micro-entrepreneurs ou encore chefs d'entreprise à succès. Elles mettent du cœur à l'ouvrage, chacune dans son registre. Elles font d'ailleurs la fierté de leur famille ainsi que de leur entourage professionnel. Dans cette édition, nous présenterons le parcours inspirant de 4 profils féminins qui méritent d'être mis en lumière. Et puis, c'est ce matin qu'ont lieu les funérailles du pape François, mort à 88 ans, le 21 avril dernier sur la place Saint-Pierre. Environ 200 000 personnes participent à ce samedi à la cérémonie, a indiqué le Vatican, citant les autorités compétentes. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue dans le 13h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin, ce 26 avril, pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, le Premier ministre, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. De l'économie pour plonger dans cette édition et on prend la direction d'Odiéné pour le forum Investir in Djengele, ouvert par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ce vendredi. Ce forum d'affaires qui s'inscrit dans le cadre du Djegea Festival vise à attirer les investisseurs afin de booster le développement local. Nou Sangaré et Zakaria Traoré pour le compte-rendu. Propulser le Djengele au rang des destinations économiques incontournables. C'est l'ambition du forum d'affaires Invest in Djengele, une plateforme qui réunit décideurs, investisseurs et acteurs du développement. Avec le district du Djengele, nous avons pu identifier près de 66 projets et 44 opportunités d'investissement pour un montant de 1650 milliards. Il y a aussi des possibilités de tourisme. Il paraît qu'il y a des plages ici qui sont fabuleuses. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire découvrir ces joyaux en fait, du Djengele à nos investisseurs. En disant que Odiéné est une terre fertile, nous ne faisons que reconnaître les potentialités en matière d'agriculture qu'on a ici. Mais je veux dire également qu'en réalité, il ne faut pas se contenter de faire l'agriculture dans sa forme actuelle. Il faut penser plutôt transformation, c'est-à-dire l'agro-industrie. Porté par le ministre-gouverneur Gaussou Touré avec l'appui du CPCI et de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce forum veut révéler le potentiel économique du district. Nous comptons près de 2 millions d'hectares de terres arables. Ces terres sont propices pour la culture du riz, du maïs, de l'anacarde, du coton et de bien d'autres produits. Odiéné est le seul district qui a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ces plaines-là sont disponibles pour que, effectivement, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire un pays qui ne dépendra plus de l'extérieur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les districts dans leur transformation. La terre d'Odiéné est bénie de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en superficie. Je ne parle pas encore de ce qui est caché dans le sous-sol. Mais là, alors, on ne peut pas compter. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. Investir à Odiéné, c'est faire grandir la richesse d'Odiéné. Parce que quand on investit à Odiéné, on gagne toujours de l'argent. Parce que Dieu a béni Odiéné. Demain, la liaison Odiéné-Abidjan sera très forte. Le président Alassane est en train de réfléchir au chemin de fer San Pedro jusqu'ici. Organisé en marge du Djegea Festival, le forum a aussi accueilli 2 figures emblématiques, les champions olympiques Cissé Cheikh Salah et l'icône musicale Alpha Blondy, tous deux venus soutenir cette dynamique du district.
Un autre forum, cette fois-ci en relation avec l'économie bleue. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vivait ce vendredi son tout premier forum de haut niveau sur l'investissement dans ce secteur stratégique. Événement organisé en partenariat avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Objectif, explorer les potentialités de croissance durable qu'offrent les milieux aquatiques et inviter les investisseurs à s'intéresser davantage à ce secteur. Reportage signé Jean-Luc Bangbo. L'économie bleue, c'est la nouvelle frontière de la croissance ivoirienne. À Abidjan, ce forum international veut faire émerger un écosystème favorable à l'investissement dans ce secteur en pleine expansion. L'enjeu, valoriser durablement les ressources aquatiques du pays tout en créant de l'emploi. Pour la Côte d'Ivoire, l'économie bleue constitue une opportunité stratégique de diversification économique, de création d'emplois qualifiés et de consolidation de la résilience socio-économique. De la pêche à la biotechnologie marine, en passant par le tourisme côtier et le transport fluvial, l'économie bleue recouvre une diversité d'activités aux retombées économiques et sociales considérables. C'est le lieu d'attirer votre attention sur l'ambition du président de la République et son gouvernement, à savoir faire du secteur des ressources halieutiques un secteur porteur de croissance durable et de développement économique. Ceci n'est possible qu'avec la prise de conscience et la contribution de tous les différents acteurs. En misant sur une gouvernance intégrée et sur le soutien des partenaires techniques et financiers, la Côte d'Ivoire entend faire de son espace aquatique un moteur de croissance. L'opportunité nous est offerte, à travers cette rencontre de haut niveau, de bâtir une économie résiliente tournée vers l'innovation et le développement humain. Ce forum marque ainsi une étape décisive dans la concrétisation d'une économie ivoirienne plus résiliente. La 4e édition du Gala des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire a été officiellement lancée ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie dans la commune du Plateau. Cet événement va se dérouler les 20 et 21 juin 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Il entend promouvoir le dynamisme et la résilience des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Juliette Ouya et Ami Sangaré. Des petites et moyennes entreprises ivoiriennes récompensées pour leur excellence opérationnelle, leur innovation et résilience. L'occasion, c'est la 4e édition du Gala des PME de Côte d'Ivoire. Au-delà du Gala, c'est des entreprises, des gisements qui vont... C'est l'armée, c'est l'économie ivoirienne qui est en train de se former avec la CPU-PME pour les combats futurs dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité de notre pays, que ce soit dans le transport, soit dans l'agriculture, dans l'élevage. Nous les récupérons après ce travail qui est fait, cette sélection, et nous allons beaucoup plus loin à travers des certificats, la formation. Et il faut être une PME ivoirienne pour faire la promotion de nos PME locales. On a ouvert les inscriptions et les inscriptions se font en ligne. Déjà notre base de données à près de 500, on a ouvert, ça n'a même pas fait plus d'1 mois et demi. Parmi les prix les plus attendus figurent le prix des champions nationaux du ministre Souleymane Diarra et celui de la performance entrepreneuriale africaine. Le ministère du Commerce et de l'Industrie encourage cette initiative visant à rehausser la contribution des PME à l'économie nationale. Depuis la première édition, le ministère du Commerce et de l'Industrie a choisi d'accompagner cette initiative, convaincu qu'il s'agit d'un véritable levier pour promouvoir l'excellence, stimuler la croissance et encourager la formalisation et la structuration des PME. La 4e édition du Gala des PME de Côte d'Ivoire va se tenir les 20 et 21 juin prochains dans le district d'Abidjan. Au menu, des ateliers, panels et autres conférences animées par des experts. Les funérailles du pape François, mort à 88 ans, le 21 avril dernier, se sont tenues ce samedi matin au Vatican. Après une messe sur la place Saint-Pierre, le cercueil du pape a ensuite été transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome après une procession dans les rues de la ville éternelle. Le souverain pontife a ensuite été inhumé lors d'une cérémonie privée. Environ 200 000 personnes ont participé ce samedi matin aux funérailles, a indiqué le Vatican, citant les autorités compétentes.
C'est un secret de polichinelle. Dans le secteur du transport, ce sont les hommes qui règnent en maître, mais de plus en plus, les femmes font leur timide entrée dans ce domaine. Celles que nous vous présenterons sont pilotes de bateaux, conductrices de poids lourds, de trains, micro-entrepreneurs ou encore chefs d'entreprise à succès. Elles sont audacieuses et ont pris le pari de prouver qu'elles peuvent aussi rayonner dans le transport autant que les hommes. Secteur du transport, quand les femmes s'illustrent, c'est un document que vous propose Khalil Diomandé. 5 heures du matin, à la gare lagunaire d'Abobodoumé, Abel Yedo est déjà sur le pied de guerre. Sa journée commence par des contrôles techniques sur ce bateau-bus qu'elle pilote depuis maintenant 5 ans. Voilà, donc tu contrôles juste le niveau d'huile et puis voilà, essayer de jauger pour voir le niveau du carburant aussi. Sous l'assistance de son matelot, la capitaine passe au peigne fin tous les compartiments du navire. D'accord. La vigilance est de mise, car Abel transporte des centaines de passagers par jour. La moindre erreur peut être fatale et elle en est pleinement consciente. Cette pilote a été formée à l'Académie des sciences et techniques de la mer. C'est quelque chose qui me passionnait depuis toute petite. C'était un rêve pour moi. C'est rare de voir une femme aux commandes d'un bateau. J'ai décidé de donner le meilleur de moi afin de prouver que les femmes peuvent exceller dans ce métier. Depuis qu'elle a pris les commandes de cet engin flottant en 2020, la capitaine n'a connu aucun accident. Par sa rigueur et son professionnalisme, Abel force l'admiration. C'est ma première fois de voir une femme conduire bateau-bus. Ça me plaît et c'est encourageant. Ce que j'apprécie dans sa manière de travailler, c'est l'accostage du bateau, la collaboration avec les clients. Elle est vraiment serviable. Si Abel jouit aujourd'hui d'une bonne réputation, ses premiers pas dans ce milieu n'ont pourtant pas été aussi simples. Un jour, lors d'un embarquement, il y a un client qui a demandé à descendre juste parce que c'était moi qui étais aux commandes. Et moi qui étais obligée de le convaincre, de le rassurer, que de me faire confiance, de ne pas avoir peur. Comme Abel, elles sont de plus en plus déterminées à briser les côtes dans la sphère du transport en Côte d'Ivoire. Trains, grues ou encore camions poids lourds, aucun engin n'effraie les femmes. Kadi Ilboudo, mère de 3 enfants, dompte ce géant de fer depuis 19 ans. Elle achemine des marchandises de la Côte d'Ivoire vers les pays de la sous-région. Quand j'étais petite, mon papa était chauffeur de poids lourd. Et donc, quand il voyageait, souvent on partait ensemble. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer ce métier. Ce n'était pas facile pour moi au début. Il y a des gens qui doutaient de moi, ils se posaient des questions, c'est une femme, est-ce que celle-là peut conduire un gros camion, c'est pas possible et tout. J'ai été primée en 2016, j'ai reçu le prix de la meilleure conductrice au niveau de la CEDEAO. En 2019 également, j'ai reçu le prix de Brave Femme Audacieuse. Baptisée la déesse du volant par son entourage, Kadi envisage de former des jeunes femmes à la conduite de gros engins. Pour l'heure, la gente féminine représente moins de 10% dans le secteur. Dans cette minorité, certaines ont choisi de bâtir leur propre empire. C'est le cas de Blandine Sadia. Elle débute son aventure en 2014 comme apprentie de minicar appelée Gbaka. De fil en aiguille, Sadia devient propriétaire de 2 Gbaka. Je n'allais jamais atteindre ce niveau aujourd'hui si j'écoutais les commentaires négatifs. Quand j'ai commencé à apprenti Gbaka, les gens disaient que non, ma place était au foyer. Grâce à ma détermination, aujourd'hui, j'arrive à employer plusieurs personnes dans ma société. Parmi ces employés, des hommes, mais aussi des jeunes femmes comme Émilie, qui n'éprouve aucun complexe à tenir la portière d'un minicar. Je suis une femme mariée légalement, j'ai des enfants, mais cela ne m'a pas empêché de venir faire apprenti Gbaka. Quand je vois le parcours de Sadia, vraiment ça me motive. Je veux aussi passer de apprenti Gbaka à être chauffeur. On est arrivé à une période où les femmes doivent sortir de leur zone de confort et prendre leur place dans les secteurs où on ne les voit pas assez, comme le secteur du transport. Mans, à plus de 500 km d'Abidjan. Ici se cache l'une des premières femmes ivoiriennes engagées dans le transport. C'est Philomène Glao. À 67 ans,
Elle dirige l'une des plus grandes compagnies du pays. Ce matin, la patronne vient donner des consignes à ses conducteurs. Je ne veux pas la vitesse. Allez-y doucement avec les passagers. Rien ne prédestinait cette femme à un tel avenir. Philomène Glao n'a jamais été à l'école. Mariée de force à l'âge de 18 ans en tant que 8e épouse, sa quête d'autonomie l'a conduit dans l'univers du transport. Je suis partie au champ pour être transportée. J'ai commencé à vendre les légumes. Quand j'ai vendu, j'ai gagné un peu de recettes de 3 300 000. J'ai eu mes premiers camions en 1987. Maintenant, en 2002, la guerre est venue. Quand la guerre est venue, tout ce que j'ai cherché, j'ai tout perdu. J'ai recommencé à zéro. J'ai commencé à prendre les bouteilles dans le caniveau pour mettre ensemble pour vendre la boisson. Quand j'ai travaillé un peu, j'ai gagné encore 12 millions. J'ai payé 2 massas pour commencer le transport encore. Aujourd'hui, j'ai 34 cars qui roulent actuellement. 34 cars avec plus de 70 personnes employées. Philomène crée de la valeur et cela ne passe pas inaperçu. Elle a reçu une vingtaine de distinctions, dont 2 prix nationaux d'excellence en 2016 et 2022. Je dis toujours à mes travailleurs, si le président de la République t'a honoré, c'est pour te dire qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, le transport m'a apporté beaucoup de choses. J'ai gagné beaucoup de terres. J'ai fait beaucoup de constructions. J'ai construit des hôtels. Pour ses collaborateurs, le succès de Philomène est le fruit de son abnégation et de son management humaniste. Elle considère tous les travailleurs jusqu'à la balayeuse même de la gare. Elle ne joue pas la grande patronne. Et c'est ce qui fait que ça marche. Elle suit son travail à la lettre. Elle est très, très rigoureuse. Si elle dit que faites ça là, on doit le faire. Malgré tous ses accomplissements, Philomène a encore des rêves plein la tête. Elle ambitionne d'étendre ses activités au transport lagunaire. Abel, Kadi, Sadia et Philomène prouvent que les femmes peuvent écrire les plus belles pages de l'histoire du transport en Côte d'Ivoire. Espérons que ces 4 profils féminins à succès motiveront plus d'une à intégrer ce secteur. On s'intéresse à présent à un autre secteur, celui où les femmes sont très actives, celui du travail de soins non rémunéré qui fait référence aux activités exercées par des personnes au sein des familles, aux communautés et qui tendent au bien-être de la famille. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut faire sortir cette activité de l'informel à travers la mise en place de lois et autres textes adéquats. On en sait davantage avec Siaka Kone, Ngata Kwame et Sambou Sissoko. Travail de soins non rémunérés et protection sociale, tel est le thème principal de cet atelier. À l'écoute des spécialistes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que des experts de l'ONU, se trouvent des députés et sénateurs du Parlement ivoirien. Échanges qui ont eu lieu en dehors du cadre habituel de l'hémicycle. Différents exposés sur les thématiques relatives aux conditions de ces personnes absorbées par ces tâches domestiques. Il est donc primordial d'adopter un cadre législatif pour une prise en compte des conditions sociales de ces femmes. Nous sommes là pour faire connaître ce travail-là, dans un échange avec les parlementaires, pour leur parler des soins non rémunérés, de leur faire appréhender tous les contours et afin qu'ils puissent faire un plaidoyer dans ce sens-là pour que des mesures, des lois, des tests ou bien des politiques puissent adopter véritablement cette notion. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a bénéficié de l'appui du président du Parlement ivoirien ainsi que des partenaires extérieurs au cours de cette rencontre d'éclairage. La reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins et des tâches ménagères non rémunérées est aujourd'hui un enjeu majeur pour une société plus juste, plus équitable et plus prospère. À la lumière des différents exposés, il ressort que le travail de soins non rémunérés présente un pilier fondamental du bien-être social et économique. Pourtant, encore relégué dans l'ombre, sans reconnaissance ni protection adéquate. Déséquilibre qui limite les opportunités économiques des femmes, creuse les inégalités des genres et entrave la trajectoire de développement durable.
On continue de parler de la gente féminine avec un groupe de femmes réunies au sein de Women's Investment Club Côte d'Ivoire qui a décidé d'impacter l'entrepreneuriat féminin. Elle lance la deuxième cohorte du programme Week Academy. Ce programme concerne des femmes entrepreneurs exerçant dans tous les domaines. L'ambition du Week au travers de ce programme est d'édifier ces actrices au développement de manière à mieux les préparer à l'investissement. Souleymane Donisongo. Elle constitue la deuxième cohorte de Week Academy, Women's Investment Club Côte d'Ivoire. Elles bénéficieront, elles aussi, d'un programme d'assistance technique qui s'appuie sur des experts pour mieux accompagner les femmes dirigeantes d'entreprises. Ce programme permet de renforcer l'inclusion économique du côté du genre. C'est un programme qui permet d'aider les femmes à structurer mieux leurs entreprises, à les rendre plus pérennes, plus profitables et plus solides. Et surtout aussi à les préparer à recevoir du financement. Bénéficiaire de la première cohorte de la Week Academy, Auréa Nadine en garde un bon souvenir. Grâce à votre engagement, nous avons eu l'opportunité de structurer nos entreprises. Ce que vous avez fait dépasse le simple geste financier. Vous avez cru en nous, nous vous devons non seulement notre reconnaissance, mais aussi notre succès. Cette session d'échange a été l'occasion de partage de bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise et d'accès au financement des femmes entrepreneurs. Nous soutenons la Week Academy qui permet de qualifier des entrepreneurs, de leur donner une chance d'être suivis et de contribuer à former des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Women's Investment Club Côte d'Ivoire reste une association dédiée à l'édification d'un paysage financier inclusif qui favorise l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Elle veut continuer à mettre en place des mécanismes diversifiés pour ces actrices de développement. Et puis cette première sortie de l'association des femmes Sibwe de Santa dans la région du Bafing, une journée initiée par Bamba Mori, acteur de développement et cadre de la région. Il a exhorté les femmes à l'union et au vivre ensemble. C'est ce que nous disent Chris Diomandé et Siaka Kone. Ces femmes de ces différentes contrées ont répondu à l'appel de Mori Bamba, fils et cadre de la région. C'était à l'occasion de la première sortie de l'association des femmes Sibwe de Santa. Moment de joie, de retrouvailles, mais aussi de reconnaissance à un fils au service de ses parents et qui a toujours contribué au développement de Santa. Monsieur Mori Bamba dit Myriakwa, vous démontrez votre engagement sincère envers le progrès et le bien-être de notre communauté. À travers vos actions en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle, vous êtes un acteur clé du développement socio-économique de notre région. Mori Bamba, parrain de la cérémonie, a rendu un hommage à ses pères avant d'exhorter ses femmes à l'union pour le bonheur du Bafing. Le ministre Moussa Sanogo qui a fait beaucoup pour nos villages, pour nos campements, pour nos hameaux. Je voulais vraiment que le ministre Moussa soit salué et qu'il continue ses actions de développement pour la région. Depuis maintenant près de 20 ans, nous avons toujours œuvré pour que les enfants du Bafing s'entendent. La première sortie de l'association des femmes Sibwe a été meublée par des danses suivies de l'intronisation de Diomandé Tiekoma, chef du village de Konsangui dans la région du Bafing. Au chapitre santé, le pavillon d'hospitalisation du centre hospitalier urbain de Satama Sankura présente désormais un nouveau visage. L'infrastructure sanitaire de la commune de Dabakala a été entièrement rénovée et équipée par le conseil municipal. La remise officielle du bâtiment et de matériel médical a été faite il y a peu en présence de nos reporters Djeneba Ouattara et Soro Corona. Cette coupure de ruban et la découverte de la plaque marquent l'inauguration officielle du pavillon d'hospitalisation du centre de santé urbain de Satama Sankura, commune du département de Dabakala. Hors d'usage depuis plusieurs années, l'infrastructure sanitaire a été entièrement réhabilitée et équipée par le conseil municipal pour le bien-être des populations. Pour la remise du bâtiment, Fofana Bassatigui avait à ses côtés les autorités locales. Du matériel sanitaire a été également offert pour une meilleure prise en charge des malades. Ce que nous réalisons ici, c'est le prolongement de l'action du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donner de l'importance à la santé pour que nous puissions aller vers le développement souhaité. Monsieur le maire du conseil municipal, chaque trimestre, nous faisons des supervisions dans les différents centres de santé et nous ferons le suivi pour que ce matériel soit utilisé à bon escient. Le général Adama Tondosama, parrain de l'événement, salue l'initiative et invite les cadres à soutenir les actions de développement pour le sort de la localité. Pour développer une cité
développer une sous-préfecture, il faut vraiment qu'il y ait la synergie entre les cadres du village pour dire que c'est ensemble que nous pouvons faire développer notre village. Le sous-préfet de Sataman-Sokoura, K. Achinel, exhorte le personnel à faire bon usage de l'édifice médical, à tisser le lien de confiance avec les populations qui sont elles aussi invitées à fréquenter le centre de santé et à se faire enrôler à la couverture maladie universelle CEMU. Le nouveau pavillon d'hospitalisation compte 14 lits. Dans la même veine, transfusion sanguine et don de sang, voilà le thème traité lors du rendez-vous Tout savoir sûr de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Nombre d'informations sur la situation de la collecte de sang en Côte d'Ivoire ont été données par l'invité ce jour à la presse, dont nos journalistes Mariam Sangaré, Didier Nguessan, Kevin Digbe et Zia Apollinaire. Sur 29 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a enregistré 800 000 donneurs de sang. Parmi eux, 60 000 sont des donneurs réguliers. Selon le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Mamadou Sekongo, les besoins nationaux journaliers sont estimés à 1250 poches de sang. Mais nous devons tous comprendre que poser ce geste-là, c'est un geste noble, c'est un geste social, parce que nous sommes tous des potentiels transfusés. Il encourage toute la population à donner son sang tous les 3 mois. Les femmes enceintes, nos mamans, nos sœurs, qui très souvent, quand elles vont accoucher, malheureusement, elles sont confrontées donc à ces complications d'hémorragie au cours de l'accouchement. Il faut du sang pour pouvoir leur permettre donc de recouvrer la santé. Si nous avons dans notre base de données plus de 100 000 personnes régulières qui font au moins 2 fois le don dans l'année, nous pouvons dire qu'avec certitude, nous pourrons totalement être autosuffisants en produits sanguins. Depuis la grave pénurie de sang qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2022, l'État a mis en place une politique tarifaire pour faciliter l'accès des patients aux liquides précieux. Le prix des poches de sang a été réduit à 3 000 francs CFA. Le groupe Fraternité Matin a célébré ses agents qui ont glané des prix lors de la 26e édition du concours Ebony 2024. En tout, 4 ont été célébrés, dont le super Ebony Faustin Eouma. C'était ce vendredi lors d'une cérémonie dans les locaux du groupe, en présence de Amidia Souba et Kevin Digbe. Son nom est désormais inscrit au panthéon de la presse ivoirienne. Faustin Eouma, super Ebony 2024 lors de la 26e nuit des Ebony à Yamoussoukro. Avec lui, Mamadou Kanaté, Emlina Mongoua et Germain Gado, respectivement, lauréats des prix spéciaux et sectoriels. Monsieur le directeur général, vous défendez les valeurs que sont l'abnégation, le goût de l'effort, la quête permanente de l'excellence, le professionnalisme et l'honnêteté dans le travail. Des valeurs qui sous-tendent votre vision de grandeur de Fraternité Matin. Et si cette vision porte aujourd'hui des fruits, à travers ces distinctions dont nous sommes l'objet, c'est aussi grâce à des hommes de qualité qui nous entourent. Le directeur général a salué le parcours de ces lauréats qui ont porté haut les couleurs du groupe Fraternité Matin. Aujourd'hui, la maison Fraternité Matin tient à honorer ses victoires avec solennité et gratitude. Ces récompenses sont le fruit de leur talent remarquable, de leur rigueur professionnelle et de leur engagement quotidien à produire une information de qualité. Et ont su hisser haut les couleurs de notre groupe, renforçant ainsi son image d'institution de référence. Les récipiendaires ont reçu des diplômes et du numéraire. Faustin Eouma, super Ebony 2024, empoche la somme de 3,5 millions de francs CFA. Les 3 autres ont reçu des diplômes et chèques allant d'1 million à 500 000 francs CFA. Suite au drame survenu le lundi de Pâques à Tiara, le ministre-gouverneur de la région des Grands Ponts a apporté son assistance aux parents des 12 enfants décédés après le naufrage de leur bateau. Le ministre-gouverneur était accompagné par le maire de Dabou et d'autres autorités. Il a offert la somme symbolique de quelques millions et des kits alimentaires aux familles endeuillées également, aux villageois et à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, représentée au sein du dit village. Côte d'Ivoire Tourisme et le Burida, bureau ivoirien de droit d'auteur, s'unissent à la faveur des artisans. Un accord permettant au Burida de collecter auprès de l'Office du tourisme ivoirien et les reverser aux créateurs d'art visuel vient d'être signé. Des campagnes de sensibilisation sont aussi prévues. Les explications avec Ismaël Evradeo et nous Sangaré. Objectif:
permettre aux artisans de jouir pleinement des droits liés à la création de leurs œuvres. Un engagement concrétisé par la signature d'une convention entre Côte d'Ivoire Tourisme et le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. La convention nous permettra de faire une restitution de tout ce que Côte d'Ivoire Tourisme va payer dans le cadre de la redevance du droit d'auteur et les encourager à prendre véritablement au mieux leur destin, leur métier. À travers cet accord, la Direction générale de Côte d'Ivoire Tourisme veut renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire en structurant davantage le secteur artisanal. Pour nous, les artisans sont l'âme de la Côte d'Ivoire. Quand un visiteur arrive dans une région, dans un pays, dans un village, la dernière des choses, c'est d'acheter un souvenir. Et ce souvenir est réalisé par un artisan. Quels sont ses droits lorsque ce bijou-là voyage? Raison pour laquelle le Burida est là, l'OIP et la CNPS pour nous aider à justement structurer cette industrie. L'union entre ces deux structures prévoit également une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des artisans. Une première rencontre est d'ailleurs annoncée pour juin 2025 entre les acteurs du secteur et le Burida. Hors de nos frontières, la République démocratique du Congo et le Rwanda se laissent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Les deux pays ont signé ce vendredi 25 avril à Washington une déclaration de principe. Dans ce texte, les deux parties se fixent une date limite pour parvenir à un projet d'accord de paix en prenant l'engagement de privilégier la voie diplomatique plutôt que la force armée pour résoudre leurs conflits. Les deux pays s'engagent aussi sur différents principes comme la reconnaissance de l'intégrité territoriale et des frontières de chacun, l'intérêt de limiter la prolifération des groupes armés non étatiques ou encore le retour volontaire des réfugiés et des milliers de déplacés internes, tout en reconnaissant également le rôle de la MONUSCO. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.